C'était une nuit pluvieuse et je rentrais chez moi en voiture après mon service au restaurant où je travaille tard le soir. C'était un quart de travail tranquille, j'avais encore une drôle d'énergie. Et je savais que j'allais devoir prendre de la mélatonine en rentrant chez moi. Je conduisais ma route habituelle, une route pittoresque pendant la journée, mais très sombre la nuit, sans beaucoup de poteaux d'éclairage. Il y a de temps en temps un petit parking avec de jolies petites bandes de magasins ou des restaurants et des magasins familiaux, et puis juste des étendues de néant. Et par néant, je veux dire forêt, évidemment. Je passais devant l'un des parkings susmentionnés, celui d'une charcuterie bien connue, et sous un lampadaire se tenait une femme sous la pluie, le bras tendu. Elle me faisait signe de descendre. J'ai ralenti en réalisant qu'il s'agissait d'une femme un peu plus âgée qui semblait avoir une cinquantaine d'années. Cette femme était peut-être très grande, 1,50 m ou 1,60 m, mais elle était très maigre. J'ai baissé ma vitre et j'ai crié « Avez-vous besoin d'un chauffeur ?» Elle s'est approchée de la porte d'entrée et l'a ouverte en chantant que j'étais un héros. Je lui ai demandé où elle allait et elle m'a répondu qu'elle remontait la route jusqu'à la ville. Elle était trempée, ma voiture était toute mouillée, mais j'aime me considérer comme quelqu'un de bien et je ne pouvais pas, en toute bonne conscience, laisser une autre femme dehors sous la pluie froide. Par contre, ramasser un homme au hasard, c'est une autre histoire. La femme semblait gentille, mais j'ai remarqué en lui parlant qu'il lui manquait quelques dents. C'est très, très déconcertant. Je me suis demandé si elle n'était pas sans-abri. Elle ne sentait pas et ne ressemblait pas à un sans-abri, mais la pluie qui la trempait, ainsi que ses vêtements, ne pouvaient pas masquer temporairement un quelconque sens. De plus, ses cheveux étaient tellement mouillés que ce qui aurait pu être d'habitude des cheveux ébouriffés et défaits pouvait maintenant avoir été lesté et lissé par l'eau. Quoi qu'il en soit, la femme souriait tout le temps et ne semblait pas constituer une menace. Nous nous sommes arrêtés à une intersection avec une station-service à l'un des coins. Je me suis garé à côté d'une pompe. Autant faire le plein. Je lui ai demandé si elle voulait quelque chose à l'intérieur. Je faisais vraiment ma bonne action de la semaine. Elle a dit « Non merci chérie ». Alors je suis entré pour payer le pompiste pour les invités et quelques seltzers épicés puisque demain c'était le week-end. Quand je suis retourné à ma voiture, la femme était partie. J'ai regardé rapidement autour du terrain de la station-service, mais c'était minuscule. Elle n'était plus là. Elle a dû s'enfuir quelque part. Je me sentais un peu mal à l'aise d'avoir l'impression qu'il s'agissait d'une femme perdue et sans défense, mais une partie de moi se sentait aussi légèrement soulagée. J'ai fait le plein de mon 4x4 et je suis rentré chez moi. Lorsque je suis rentré à la maison, je suis entré directement dans mon appartement, qui se trouve au premier niveau d'une maison à 2 étages. Il y a un locataire à l'étage et moi. La porte d'entrée dans le foyer était généralement laissée ouverte. Ensuite, les 2 portes menant à chaque appartement étaient verrouillées. Je suis entré sous la pluie et j'ai pénétré dans mon appartement. J'ai posé les bouteilles d'eau de Seltz sur le comptoir. Je n'étais pas encore très fatigué, alors j'ai pris de la mélatonine et j'ai essayé d'aller me coucher. Même avec la mélatonine, j'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. Mon esprit était en proie à de nombreuses pensées, notamment à propos de la femme que j'avais ramassée un peu plus tôt et de ce qui lui était arrivé. À certains moments, j'ai entendu de légers bruits provenant de l'extérieur de ma chambre, mais je les ai considérés comme des bruits provenant du locataire de l'étage. Je regrette de ne pas avoir été plus méfiante avant de m'endormir. Je me suis réveillé dans ma chambre sombre, ce qui n'arrive jamais lorsque je prends de la mélatonine. D'habitude, je dors comme un bébé toute la nuit. Je me suis assise, somnolente et assoiffée. J'ai tendu la main vers la table à côté de mon lit pour prendre de l'eau. C'est alors que j'ai vu et entendu quelque chose à l'autre bout de la pièce. J'ai vu quelqu'un accroupi dans le coin de ma chambre, derrière une commode, les jambes repliées. Je devais avoir des hallucinations, j'ai secoué la tête violemment et j'ai fait des bruits bizarres. Je me suis même giflé et maintenant la personne qui se trouvait dans le coin s'est levée et est sortie de la pièce. Je n'ai pas crié, je n'ai pas dit un mot, je me suis assise dans mon lit, littéralement en état de choc. Ce qui m'a fait douter de ma santé mentale pendant un moment, après le départ de la silhouette, c'est qu'il n'y a pas eu un seul bruit provenant de l'extérieur de la pièce après cela. Pas de bruit de pas, pas le bruit d'une porte qui se ferme. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon père. Il a décroché, ne sachant pas pourquoi j'appelais si tard. Je lui ai raconté ce que je venais de voir et il m'a dit « Triche, tu viens probablement d'avoir une terreur nocturne ». Je suis resté au téléphone avec lui car je commençais à me réveiller. J'ai quitté ma chambre et j'ai allumé les lumières du salon, à l'extérieur. C'était un petit espace. Il n'y avait personne à l'intérieur. J'ai regardé tout autour de l'espace et j'ai pu confirmer qu'il n'y avait personne. J'ai commencé à croire que j'avais peut-être eu une hallucination. Mais j'ai quand même dormi avec la porte de la chambre fermée à clé cette nuit-là. Lorsque je me suis réveillé le matin, j'ai bu du café et je me suis habillé pour aller à la salle de sport. Je suis allé ouvrir la porte de l'entrée et j'ai réalisé qu'elle était déjà déverrouillée. Mon cœur s'est effondré. La nuit dernière, ce que j'avais vu,
Était-ce réel? J'ai jeté un autre coup d'œil dans l'appartement, confirmant qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Je suis allé jusqu'à ma voiture et j'ai ouvert la porte arrière pour y déposer mon sac de sport. C'est alors que j'ai remarqué les taches humides, jaunes et brunâtres sur le sol à l'arrière, et la couverture que j'avais toujours à l'arrière n'était plus là. J'avais envie de pleurer ou de crier. J'ai compris. Cette femme s'est glissée sur la banquette arrière hier soir quand j'étais à la station-service. Soit elle a déverrouillé la porte de mon appartement, soit je l'ai laissée ouverte par erreur. J'ai rappelé mon père, lui demandant frénétiquement ce qu'il fallait faire. Il m'a dit de vérifier que rien n'avait été volé, et que si c'était le cas, appeler la police ne servirait à rien. J'ai vérifié la maison et je n'ai rien trouvé qui manquait. Je n'ai trouvé que ma couverture dans la voiture. Je n'ai pas fait de sport ce jour-là. En fait, je suis resté enfermé dans mon appartement pendant un certain temps. J'étais vraiment perturbé. Je n'ai pas voulu y vivre plus longtemps après cela. C'est ainsi qu'après ce mois, j'ai trouvé un nouvel endroit où vivre. J'étais encore à l'université lorsque cela s'est produit. J'allais dans une grande école du nord de l'État de New York où l'on faisait la fête. Je ne faisais pas partie d'une confrérie, mais j'assistais quand même à beaucoup de fêtes de fraternité. J'ai malheureusement eu une phase de forte consommation d'alcool à l'université, mais je pense que c'est une bonne chose que je l'ai fait sortir de mon système. Mes amis Deanna et Kayla voulaient aller à une fête de fraternité. Je n'étais pas du genre à refuser une fête, sauf si j'avais déjà une gueule de bois mortelle, et même dans ce cas, il m'arrivait de sortir quand même. Je vivais dans une maison en dehors du campus avec 3 autres filles. Il ne s'agissait pas d'une maison de sororité ou d'une maison d'équipe ou quoi que ce soit de ce genre, mais simplement de 4 amis qui louaient une maison ensemble. Je crois que nous allions à une fête des Kappa Sigma. La maison était située à environ 20 minutes du campus. Ensuite, nous avons appelé un Uber et nous nous sommes tous partagé le trajet. Là, nous nous sommes encore amusés, ce qui était la recette d'un désastre. Lorsque nous sommes arrivés à la fête, j'étais presque dans les vapes. Je me souviens à peine de la disposition de la maison. Je n'ai jamais été à une fête Kappa à part cette nuit-là. C'est bizarre, j'ai des souvenirs très courts de cette nuit-là. Je me souviens vaguement de l'extérieur, du fait qu'il y avait une bande de gars de la fraternité devant la maison. Puis je me suis souvenu du DJ dans le salon et des 2 tables de beer pong dans la cuisine. On m'a dit plus tard que j'avais joué au beer pong avec un membre de la fraternité au hasard et que j'avais fini par lui parler dans un coin pendant une bonne partie de la nuit. Mais après cela, personne ne sait où je suis allé. Je ne pourrais même pas vous dire la dernière chose dont je me souvienne avant de me réveiller, hébété, endormi dans l'herbe sur le bord de la route. Ma tête me lançait. Je devais être encore un peu en état d'ébriété. Il faisait nuit noire dehors. J'étais allongé près d'un groupe d'arbres, comme dans une zone boisée. À part l'université, il n'y avait pas grand-chose là-haut, à part des bois et une petite ville de temps en temps. Il y avait quelques lampadaires un peu plus loin sur la route, donc je n'étais pas allongé dans l'obscurité totale. J'ai fouillé mes poches à la recherche de mon téléphone et j'ai craqué quand j'ai réalisé que mes poches étaient vides. Il me manquait aussi mon sac à main. Je n'avais absolument rien sur moi. J'ai commencé à paniquer. Je ne pouvais même pas appeler à l'aide, encore moins vérifier l'heure ou l'endroit où je me trouvais. J'ai regardé dans les environs immédiats de l'endroit où je dormais. Je n'ai rien trouvé. Ma chemise blanche était tachée de terre, mais c'était le cadet de mes soucis. J'ai commencé à marcher le long de la route, plus près des lampadaires. Je commençais à réaliser qu'il n'y avait aucun bâtiment en vue. Je me trouvais sur une route secondaire complètement aléatoire. Je me suis appuyé sur le poteau d'éclairage pendant quelques minutes, me demandant quoi faire. J'ai décidé d'attendre que quelqu'un passe et de lui demander de l'aide. Cela a pris beaucoup de temps, au moins 15 minutes avant que je n'aperçoive des phares sur la route. Je me suis avancé sur la route, agitant les bras et sautant, essayant d'attirer leur attention. La voiture a ralenti pour s'arrêter sur le bord de la route. Je me suis approché de la voiture et l'homme à l'intérieur a baissé la vitre. Il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'étais bloqué sans téléphone et que j'avais besoin d'être ramené chez moi. Il m'a dit de monter, ce que j'ai fait, en lui faisant savoir à quel point j'appréciais son geste. Il m'a bien sûr demandé comment je m'étais retrouvé sur le bord de la route. Je lui ai dit que j'étais à une fête et que la chose suivante dont je me souvenais était de me réveiller sur le bord de la route. Rétrospectivement, je n'aurais pas dû dire tout cela. J'aurais dû être aussi vague que possible, ne pas laisser ce type savoir que j'avais été complètement détruite et que j'étais vulnérable. Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas appelé à l'aide et je lui ai dit que j'avais aussi perdu mon téléphone portable. Le type m'a regardé comme si j'étais un crétin. Je l'ai regardé pendant une seconde et c'est la première fois que j'ai vraiment analysé ses traits. Il devait avoir 35 ans. Il n'était pas très beau, il avait une fine barbichette et un gros nez. Je lui ai donné mon adresse pour qu'il l'inscrive chez lui. Pendant qu'il conduisait, il a mis l'adresse et je l'ai entendu dire sous sa respiration « Ok, on y va ». Je lui ai demandé à quelle distance nous nous trouvions et il m'a répondu qu'il fallait environ 20 minutes. Cela me paraissait correct.
Comme la fraternité était à environ 20 minutes de notre maison, j'ai pensé que tout se passerait bien. On me déposerait à la maison où Kayla et Deanna m'attendraient avec mes affaires. Mais rien ne se passe jamais aussi bien. L'homme a parlé d'une voix douce pendant presque tout le temps où il a posé des questions de base. Au début, sa voix douce m'a semblé étrangement déconcertante. Pourquoi parlait-il presque en chuchotant dans la voiture? Nous avons roulé pendant plus de 20 minutes sur la même route. J'ai commencé à m'inquiéter et je lui ai demandé combien de temps il nous restait à parcourir. Il n'a pas répondu tout de suite, alors j'ai dit « Monsieur » et il a répondu « J'ai répété ma question, il m'a répondu d'une voix douce, pas très loin, ce n'était pas correct. Notre maison se trouve en ville, mais nous étions toujours sur la même route secondaire avec rien d'autre que des arbres partout. J'ai commencé à remarquer dans ma vision périphérique qu'il me regardait plusieurs fois, comme s'il bougeait toute sa tête pour me fixer pendant quelques secondes, puis qu'il regardait à nouveau la route. Je commençais à me sentir mal. Je lui ai demandé s'il avait mis la bonne adresse et il m'a répondu par l'affirmative. Puis il m'a demandé de quelle couleur étaient les sous-vêtements que je portais. Alors qu'il posait sa main sur mon genou et commençait à le frotter, je l'ai éloigné et lui ai dit d'une voix désespérée de ne pas me faire de mal, s'il vous plaît. Je veux juste rentrer chez moi saine et sauve. Il m'a répondu « Pourquoi te ferais-je du mal ?» Après avoir dit cela, il s'est arrêté sur l'herbe au bord de la route et a garé la voiture. Il était sur le point de se pencher vers moi et de faire quelque chose comme me prendre dans ses bras, mais je ne l'ai pas laissé faire. J'ai ouvert la portière et j'ai couru dans les bois. Heureusement, je portais ma tenue de l'armée de l'air, alors je n'ai pas eu de mal à courir dans les bois. J'ai couru juste assez pour être hors de vue de la voiture. Quand je n'ai plus vu ses phares, j'ai entendu l'homme pour la première fois, élevant la voix et criant dans les bois « Où es-tu » J'ai mis mes mains sur ma bouche, non seulement pour étouffer ma respiration, mais aussi par pure peur. J'ai attendu et attendu jusqu'à ce que j'entende une porte de voiture claquer et le bruit d'une voiture qui démarre à toute vitesse. J'ai attendu encore quelques instants avant de retourner sur la route, confirmant qu'il était parti. Je me sentais vraiment impuissante. Je ne voulais pas retomber sur cet homme, mais j'avais aussi besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. J'ai attendu à l'orée du bois qu'une autre voiture arrive et elle a fini par arriver. J'ai vu les phares s'approcher de loin, mais j'ai attendu d'être sûr qu'il s'agissait d'une autre voiture avant de sauter et d'agiter les bras en criant. La voiture s'est arrêtée. C'était un autre homme, un peu plus âgé. Je me suis assise sur la banquette arrière. Cette fois-ci, j'étais tellement secouée que je ne parlais presque pas, à part pour répondre ici aux questions qu'il me posait sur ma situation. Heureusement, cet homme m'a déposé à la maison. Il était environ 4 heures du matin. À ce moment-là, mes amis étaient encore éveillés et m'attendaient. Ils avaient mon téléphone et mon sac. Ils envisageaient d'appeler la police si je ne revenais pas au matin. Personne ne savait avec qui j'étais parti ni comment je m'étais retrouvé sur le bord de la route. Le garçon avec qui j'étais a affirmé que ce n'était pas lui qui était parti avec moi. En fait, il n'y a aucune preuve solide que je sois parti avec quelqu'un. Mais cela n'explique pas comment j'ai fini par dormir sur le bord de la route. J'ai réduit considérablement ma consommation d'alcool après cette nuit et je ne veux plus jamais me retrouver dans une situation où je devrais faire de l'autostop pour sortir de la forêt obscure. Je faisais du stop de Leipzig, en Allemagne, à Paris. C'était un Français, un conducteur un peu sale et mal rasé, petit et miteux. Il a accepté de m'emmener dans sa voiture jusqu'à Paris où je devais récupérer mes peintures pour une exposition que j'avais organisée là-bas. C'était en octobre. J'avais 29 ans et il semblait avoir à peu près le même âge. Il parlait un anglais approximatif. Je ne parlais pas du tout français. Je n'avais pas la moindre idée de qui était ce type. La journée était douce, ensoleillée et bleue. C'était une journée française chaude et confortable. Il était environ 16h30 lorsque je l'ai rencontré à une station-service quelque part en France. Je suis monté dans sa petite voiture, heureux d'avoir trouvé un moyen de transport. Nous avons roulé jusqu'à Paris sur l'autoroute principale. Après quelques banalités, principalement sur mon origine, il s'est penché sur mes genoux et a ouvert la boîte à gants. Il en a sorti ce qui ressemblait à un tas de passeports. C'était bien des passeports, il m'a tendu les 4. La première jolie fille était sa petite amie qui est morte en tombant de l'arrière de sa moto, a-t-il dit. La deuxième était sa petite amie morte dans un accident de voiture. Il m'a dit que la troisième petite amie était morte d'une tumeur au cerveau et que la quatrième était tombée d'un cheval. Il m'a dit que je n'avais pas de chance. Je suis d'accord. Il n'avait pas de chance. Le malaise a commencé à ce moment-là et n'a fait que croître au fur et à mesure que les kilomètres défilaient. Il était en possession des passeports de 4 jeunes femmes. Peu après m'avoir montré les passeports, l'homme m'a dit qu'il voulait prendre un raccourci pour Paris. Ce n'était pas vraiment une question pour moi. « Excellent », me suis-je dit. Sortez-moi d'ici au plus vite. Je pensais que nous allions traverser de charmants villages français sur des routes secondaires en passant devant des maisons et des fermes. Mais non. Au lieu de cela, nous avons bifurqué sur un chemin de terre invraisemblable à l'écart de l'autoroute principale. Je me suis dit «
Oh oh, ce n'est pas bon, mais j'ai gardé le silence. La raison pour laquelle nous nous taisons est un mystère. Peut-être à cause de nos mauvaises manières. Au début, la route était à découvert, à travers un champ. Nous avons roulé sur les collines françaises d'un vert vif typique, jusqu'à ce que nous atteignions enfin la forêt dense qui se rapprochait. La route se rétrécit. Elle a devenu instantanément plus sombre lorsque nous sommes entrés dans la route forestière et que nous avons roulé à l'intérieur. L'intérieur de la forêt était effrayant. Les bois semblaient être l'endroit idéal pour cacher quelque chose. Je trouvais quand même les bois magnifiques, belles et terribles. C'est à ce moment-là que mon chauffeur français a crié dans un anglais approximatif « Je ne veux plus parler anglais ». Ce n'était certainement pas une demande, puis ce fut le silence. Un silence inconfortable dans la forêt qui s'assombrissait. J'ai commencé à sentir un petit filet d'adrénaline dans mon corps, mon instinct de combat ou de fuite se réchauffe. La communication était officiellement terminée, il n'y avait plus que le silence. J'y ai réfléchi, car je savais que j'aurais sûrement des questions à poser au fur et à mesure que nous nous enfoncerions dans la forêt. Je savais cependant que je ne demanderais rien. Il était maintenant 17 heures, et le soleil déclinait rapidement. Les bois s'assombrissaient, le chauffeur semblait si tendu, et je pouvais dire qu'il était en pleine réflexion. J'ai remarqué que ses lèvres bougeaient presque imperceptiblement. Il était rigide, comme un serpent. J'avais moi-même porté ma main à la poignée de la portière, un mouvement qui, j'en suis sûr, n'aurait pas pu être manqué. La voiture ralentissait. Je n'ai pas dit un mot. Allais-je mourir maintenant? Avait-il une arme? J'ai regardé. Toutes ces questions se bousculèrent dans ma tête. Ma vie était devenue surréaliste. Ce n'était pas ce que j'avais prévu. Peut-être que je communiquais avec mon ravisseur d'une manière secrète. Peut-être que je dégageais une sorte de phéromone masculine perceptible uniquement par les hommes qui s'affrontent. J'avais mes propres problèmes de rage et je n'allais pas me laisser faire sans me battre. Je savais qu'il n'y aurait pas de supplication ou d'appel à la pitié de ma part. Pas pour cet enfoiré. J'avais aussi ma propre réserve secrète de folie. J'étais grand et fort à l'époque. J'étais un dur à cuire au cours de mes voyages. Et il n'y a pas de substitut à mon regard qui n'a rien à perdre. C'est tout ce que je lui ai donné. Quelque chose de très primitif s'est passé entre nous. Ensuite, je réfléchis assez vite, en quelques secondes. C'est une sorte de calcul intérieur pour savoir si l'on peut vaincre, arrêter ou tuer l'autre ou non. Et toutes ces considérations périphériques, notamment le sang, le gore, la force et, hélas, la mort. Je ne pense pas que ces calculs soient les mêmes lorsque la victime est petite et effrayée, suppliante et faible. Je pense qu'entre ces deux personnes inégales, cela devient juste de la soif de sang, de la puissance, de la panique, des griffures et de la fatalité. 05:12 p.m. La voiture roulait maintenant très lentement. Je suis entré dans un endroit très étrange et nouveau pour moi. J'ai été transformé avec très peu de préparation. Transformé en tueur potentiel. Peut-être que mon chauffeur pouvait lire dans mes pensées, ou dans mon langage corporel, ou sentir mes intentions, ou voir ma main sur sa poignée de porte-salle. C'était le moment de vérité. Et soudain, nous avons commencé à accélérer. Dieu merci, nous étions sortis de ces bois. C'est étrange comme ces souvenirs me reviennent au moment où j'écris ces lignes. Je ne suis pas certain de certains souvenirs. Par exemple, a-t-il dit qu'il avait dû frapper une petite amie avec une pelle parce qu'elle l'avait attaqué et qu'elle ne voulait pas se taire et le laisser en paix? A-t-il vraiment expliqué les 2 sacs à dos sur la banquette arrière? N'ai-je pas fait exprès de l'entendre? Ai-je ensuite imaginé ces mots? Ai-je vu plus de passeports dans sa boîte à gants que les 4 qu'il a sortis? Pourquoi n'ai-je pas dit « Arrêtez la voiture » ? Après le spectacle des passeports, la route a commencé à s'élargir et nous sommes sortis de la forêt sombre pour entrer dans le soleil couchant. Le ciel était rouge foncé et orange. Je pouvais entendre puis voir l'autoroute. Je voyais maintenant de petites maisons de l'autre côté de l'autoroute. Je n'avais aucune idée de l'endroit exact où je me trouvais. Le Français m'a demandé si je voulais passer la nuit chez lui. Nous pourrions dîner ensemble. J'ai rapidement filmé sa chambre de torture crasseuse dans le sous-sol. J'ai poliment répondu par la négative. Mes premiers mots prononcés depuis l'ordre de ne pas parler anglais. Je pense sincèrement que si j'avais enfreint cet ordre et bavardé quelque chose dans les bois, mon histoire aurait pu avoir une fin différente. Tout s'est résumé au silence. Il m'arrive d'être silencieux. Il faut l'être pour envisager la suite des événements. Peut-être que l'un des visages figurant sur les passeports n'aurait pas été capable de surmonter sa nature et aurait commencé à parler ou à supplier de peur. Cela aurait-il nourri l'obscurité du tueur, son mal? Qui le sait vraiment? Je suis sorti sur le bord de l'autoroute et, alors que la nuit s'installait, je l'ai regardé s'éloigner. Je ne suis jamais allé voir la police parce que je ne parlais pas français. Et je me suis dit que mon imagination était peut-être trop active. J'ai crié quelque chose dans le ciel nocturne, me demandant ce qui venait de se passer. Il faisait complètement noir maintenant. J'étais épuisé après cette petite aventure. Et je me suis rapidement endormi sur le bord de l'autoroute. Le lendemain matin, je m'inquiétais de ce que la nouvelle journée allait apporter.
J'ai regardé mes mains. Suis-je encore en vie? 20 ans plus tard, j'enseigne l'anglais à un étudiant en commerce allemand dans un café sur un boulevard de Leipzig, en Allemagne. Pour une raison quelconque, nous discutons de l'autostop et je lui raconte mon histoire. Mon étudiant sort immédiatement son smartphone et cherche sur Google des tueurs en série français, puis il me montre des photos. Et voilà. On m'a montré une photo du tueur en série Patrice Allègre. C'était lui, il y a des années. Lui et moi, dans cette drôle de balade, je n'avais jamais oublié son visage à l'époque. En 1990, on a signalé un tueur en série qui laissait des cadavres de jeunes filles sur les routes et autoroutes françaises. Il était en plein dans son passe-temps meurtrier. À l'époque, j'avais entendu parler d'un tueur en liberté. Ma petite amie française m'a dit de faire attention en faisant de l'autostop. À l'époque, je me suis souvent demandé si les femmes et les hommes assassinés n'avaient pas été enterrés dans ces bois. Nous avons traversé lentement. Je regrette aujourd'hui de ne pas être allé voir la police et j'ai essayé par la suite. Il est en prison et ils ne sont pas intéressés. J'aurais peut-être pu contribuer à empêcher d'autres meurtres. À l'époque, cela pèse lourd sur mon âme. Et depuis, j'ai senti la lumière noire dans mon corps. Peut-être que les âmes des filles se sont échappées avec moi, désespérées de sortir de la forêt.